bienvenue donc dans ce nouveau webinaire pour le Belk et puis ouvert donc au reste du monde qui s'intitule « Comment travailler la compétence phonétique en classe de FLE avec nos apprenants ». Alors, je m'appelle Stéphane Bugnet, je suis délégué pédagogique chez Clé International pour le Mexique et donc je serai avec vous ce matin pour moi, cet après-midi peut-être pour d'autres en fonction de là où vous vous trouvez, pour parler de phonétique. Alors, on va commencer tout de suite par une petite vidéo amusante pour rentrer dans le vif du sujet et pour introduire un petit peu ce thème. Alors, c'est parti. On va voir donc dans le plan de ce matin, on va faire dans une première partie un petit tour d'horizon de la phonétique. On rappellera de grands principes de phonétique dans l'enseignement de cette discipline. On verra aussi quelles sont les méthodes de correction qui existent. On fera peut-être un point également sur les différentes phases d'enseignement de la phonétique qui sont importantes à respecter. On verra évidemment ce qui vous intéresse des pistes de correction phonétique. Et finalement, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on va pouvoir jouer et travailler la phonétique à travers le jeu, à travers des activités un peu plus ludiques. Donc voilà pour le plan de ce webinaire. Alors on commence tout de suite par la petite vidéo. J'espère que vous pourrez l'entendre parfaitement. Das hier ist ein Mindset. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das ist das Überlebensradar. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. What are you thinking about? Alors, c'était évidemment un petit problème pour notre garde-côte de compréhension. Donc, excusez-moi, c'était en anglais, mais je pense que tout le monde a pu comprendre une erreur de compréhension qui a été sûrement fatale à notre bateau. Voilà, donc une petite vidéo humoristique pour commencer justement sur ce thème de la phonétique et cette importance qu'a la phonétique dans la langue pour la compréhension, pour que le message puisse passer. Alors, je voudrais commencer par faire un petit sondage, par vous poser des questions. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran des questions. Je vais vous demander donc d'y répondre. Vous allez choisir, il y a plusieurs options. Donc, la première question, c'est quelle place occupe la phonétique dans vos pratiques d'enseignement? Alors, vous allez voir tout de suite apparaître les options et je vais vous demander d'y répondre. Donc, normalement, vous voyez à l'écran. Et voilà, les gens commencent à répondre. Donc là, il y a 6% des gens qui ont voté. Merci, c'est parfait. Donc, dès que la grande majorité auront voté, je partagerai les résultats. Ils sont plutôt assez équilibrés pour l'instant. Donc là, on est à 70% de vote, 75%. J'attends encore quelques secondes pour les derniers si vous souhaitez voter. Ok, encore quelques secondes, on est à 80%. Ok, ça fait 1 minute, je ferme cette question. Donc, je vais partager les résultats, vous devriez les voir à l'écran. Donc, 3% d'entre vous ne la travaillent jamais. 20% la travaillent à chaque cours. Donc, à chaque fois que vous avez une classe devant vous, vous allez travailler la phonétique. 38% l'enseignent quand ils ont le temps, c'est-à-dire pas souvent, donc presque plus d'un tiers, et 39% l'enseignent régulièrement. Donc, vous voyez que c'est
assez partagé. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde l'enseigne un petit peu. Il n'y en a que 3% qui ne l'enseignent jamais. Donc, ça, c'est bien. Alors, on va passer à une deuxième question tout de suite. Donc, la deuxième question, il s'agit de, en tant qu'enseignant, vous sentez-vous à l'aise au moment de l'enseigner? Là, il y a deux options, ça va plus vite. Ok, je vais fermer les votes. On a plus de 80% des assistants qui ont répondu. Et je partage les résultats. Et oui, complètement, vous êtes 40%, vous vous sentez très à l'aise pour enseigner la phonétique, 10% où vous n'êtes pas du tout à l'aise et 51% non, pas totalement. Donc ça nous fait voilà, 60% qui ont on va dire une appréhension au moment d'enseigner la phonétique et 40% qui se sentent tout à fait à l'aise. Très bien. Alors, on va passer à une dernière question. Alors là, ça sera plus sous forme de sondage, mais je vais vous demander de vous rendre sur Answer Garden. Alors, attendez. Voilà. Donc, vous avez le QR code à l'écran où vous avez le lien directement. Mes collègues qui sont dans le chat, Marjolaine et Constanza, peuvent aussi vous partager le lien. Et vous avez donc la possibilité de répondre par un mot ou par plusieurs mots. Vous avez le droit jusqu'à 40 caractères. Et l'idée, ça serait de répondre à pourquoi la phonétique crée une appréhension tant chez l'apprenant que chez l'enseignant. Pourquoi on a un petit peu une crainte parfois, que ce soit chez nos élèves ou chez nous, les profs, au moment de l'enseigner la phonétique. Alors moi, je vais me rendre aussi sur Answer Garden pour commencer à voir vos réponses. Donc, il suffit d'écrire et alors peut-être que je vais rafraîchir, il y a peut-être déjà des réponses qui ont été apportées. Pas encore. Si, la remise en question pour l'apprenant. Très bien. Je crois qu'il faut que j'actualise régulièrement pour voir apparaître. Peut-être à cause de l'alphabet phonétique, demande du temps, la timidité. Les élèves ont peur que l'on se moque d'eux. C'est difficile à maîtriser, ce n'est pas intuitif, les sons sont difficiles. Enseignant non formé, elle n'est pas si simple. Des sons inconnus, apprenant blocage face à certains sons. Très bien. Ok. Donc, on a plusieurs. Vous voyez, plus les mots deviennent gros, ça veut dire qu'ils ont été écrits plusieurs fois. La demande de temps, la non-maîtrise du système phonologique, difficile de mémoriser tous les sons, le sentiment de paraître ridicule, la peur. Ok, c'est difficile, la timidité, la méthode articulatoire. Ok, super, merci pour votre participation. Il y a énormément de mots qui apparaissent et il y en a qui se répètent, non? La difficulté des sons, le blocage, la peur, l'appréhension, c'est des choses, la perception subjective, super. Allez, je fais un dernier, super, ça va nous faire un beau nuage de mots. La méconnaissance de l'alphabet, je l'avais vu, difficulté à prononcer, la timidité, le niveau des apprenants, très bien. Et je vous remercie pour cette participation nombreuse sur cette question. Pourquoi la phonétique angoisse les élèves et les enseignants? Très bien. Merci beaucoup. Alors, je reviens tout de suite à ma présentation. Donc, effectivement, si on fait un petit peu un panorama de la phonétique, alors, pendant longtemps, la phonétique, elle a été mise un petit peu au second plan.
ce n'était pas la discipline qu'on travaillait le plus. Elle était parfois un peu absente si vous utilisiez des manuels de FLE, où elle était en tout cas très très peu présente. On a souvent, moi quand je vais voir des enseignants, des professeurs, quand ils ouvrent un manuel de FLE, ils regardent en premier les thèmes de grammaire, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Mais rarement la phonétique. C'est rare qu'on me dise, tiens, vous allez étudier les nasales au niveau A1 et pas au niveau A2. On a été un petit peu formé sur d'autres domaines et pas vraiment sur la phonétique. Alors, comme vous l'avez dit, dans le nuage de mots, c'est quelque chose qui peut être angoissant pour les apprenants. On a peut-être peur du ridicule, on peut être timide et ça nous fait peur de prononcer, on a peur de l'erreur. On se fait peut-être une représentation du français comme étant une langue difficile. Moi, j'entends souvent ça. Oh là là, mais le français, c'est très difficile à prononcer. C'est l'image que renvoie la langue française. Donc, on part avec un a priori au moment de son apprentissage. Mais c'est aussi angoissant, ça peut être en tout cas pour les enseignants. Pendant longtemps, la phonétique a eu une image élitiste, c'était réservé vraiment son enseignement à des experts en phonétique, donc on a un petit peu cette image-là. On a aussi l'idée, en tout cas, que c'est une discipline qui peut être difficile à enseigner, vous l'avez dit dans le nuage de mots, parce que peut-être qu'on n'est pas assez formé, parce que peut-être qu'on n'a pas toutes les informations, puis aussi on a peut-être des apprenants qui viennent d'horizons différents et donc qui ont des langues maternelles différentes et qui vont donc avoir des problèmes différents. Et donc c'est difficile parce qu'en tant que professeur, il va falloir que je m'adapte à chaque erreur qui va être commise par les apprenants. Et puis peut-être certains enseignants parfois peuvent sentir un manque de légitimité en se disant mais je ne suis pas peut-être francophone, donc comment pourrais-je moi enseigner la phonétique si ce n'est pas ma langue maternelle? Alors ça, ce n'est pas un argument valable, tout le monde est capable d'enseigner la phonétique. Et puis de toute façon, on va se baser sur quel son, non? Parce que la francophonie est vaste et donc on peut avoir des accents et des manières de prononcer le français qui vont être complètement différentes. Donc il n'y a pas ici la langue maternelle n'est pas forcément un point crucial. Et puis, comme je le disais aussi, parfois les manuels d'enseignement, ou en tout cas dans le passé, ne la travaillaient pas toujours, ou alors ils la travaillaient peut-être au niveau débutant A1, A2, et puis plus trop dans les niveaux intermédiaires et avancés. Et donc, si on suivait un petit peu le manuel et ce qui nous était proposé, on n'allait pas forcément la travailler. Donc ça, c'est un petit peu pour le panorama de l'enseignement de la phonétique. Et la phonétique, donc une citation de Porcher, la phonétique pour les non-spécialistes est une science ardue qui peut être vaguement intimidante par sa technicité même. On espère apprendre à l'utiliser, on n'envisage pas sérieusement de chercher à la connaître. Une discipline vécue à la fois comme difficile et indispensable, la phonétique a tenu dans la didactique une place toujours singulière, tantôt éminente, tantôt subalterne, jamais anodine. Donc voilà, c'est un beau résumé de ce qu'est la phonétique et de ce qu'on en pense. C'est que c'est une discipline voilà, qui a toujours été importante finalement, mais qui n'a pas toujours été travaillée à sa juste valeur. Et pourtant, la phonétique, elle est totalement indispensable pour la communication, pour tout ce qui est la compréhension orale ou la production orale. On va être obligé de savoir distinguer les sons et de savoir prononcer correctement pour que le message passe. Parce que si le message ne passe pas ou il y a des erreurs qui sont faites, ça va entraîner une gêne dans la compréhension. Donc, je vous ai mis un exemple entre le dites-moi tout ou le dites-moi tu. Et ça change tout au niveau du sens, et pourtant c'est juste un son. Certains hispanophones ont du mal parfois le OU et le U, et qui va changer complètement le sens de mon message.
Et pourtant, la phonétique aussi, elle est présente dans le DELF et le DALF, qui évaluent chacun la maîtrise du système phonologique. Alors, à quoi ça correspond pour tous les niveaux du DELF et du DALF? On va le voir tout de suite. Pour le niveau A1, on demande aux apprenants d'être capables de prononcer de manière compréhensible un répertoire limité d'expressions mémorisées. Pour le A2, c'est la même chose, il faut que ça soit clair et l'interlocuteur devra parfois faire répéter, mais l'apprenant pourra s'exprimer de façon suffisamment claire. Au niveau B1, l'apprenant pourra s'exprimer sans aide malgré quelques problèmes de formulation et de pause occasionnelles. La prononciation est claire et intelligible malgré des erreurs ponctuelles. Et pour les niveaux avancés et perfectionnement, l'apprenant a acquis une prononciation et une intonation claires et naturelles. Et pour le DALF, l'apprenant, c'est la même chose, mais il va pouvoir varier et placer l'accent phrastique pour exprimer de fines nuances de sens. Donc voilà ce que nous propose le DELF et le DALF. À chaque fois, ça correspond à 3 points sur la production orale, la compétence phonologique. Donc c'est quelque chose quand même qui est important parce qu'elle est présente aussi dans les certifications de français. Donc, la compétence phonologique, si on fait un petit résumé, on pourrait dire que finalement, le locuteur natif qui était idéalisé, ce n'est plus le modèle à atteindre. Non, on l'a pu voir avec les descripteurs du DELF. L'idée, ce n'est pas d'avoir une prononciation parfaite comme un natif, mais c'est de pouvoir que le message passe et qu'il soit compréhensible. Donc, un accent qui n'affecte pas le message, il est totalement accepté. Non, il faut aussi donner confiance à nos apprenants qui parfois veulent être dans la perfection et ils vont avoir peut-être peur de prendre la parole ou de parler en disant oui, mais j'ai un accent très fort. Et tout le monde a des accents. Des gens qui habitent dans le sud de la France, qui habitent à Lyon, comme chez moi, qui habitent dans le nord, ils vont avoir des accents. Qui habitent dans d'autres pays de la francophonie, à Genève, à Montréal, à Bamako, on va avoir des accents, mais ça ne va pas affecter forcément le message, et donc c'est tout à fait acceptable. Et l'intelligibilité est vue finalement comme un effort que doit déployer l'interlocuteur pour décoder le message du locuteur. Non, il y a aussi l'interlocuteur qui doit aussi faire un effort de son côté pour comprendre le message. Donc, en tant qu'enseignant, finalement, notre objectif pour nous, comme le dit Abou Haïdar et Laura et Régine Liorca, c'est de dépasser finalement un petit peu l'enseignement, l'apprentissage du système phonologique et des intonations de base pour finalement développer une véritable didactique de la parole. L'idée, c'est que les élèves aient suffisamment de compétences et de confiance en eux pour parler, et donc une didactique de la parole du point de vue de l'écoute et de la production orale. C'est ça qui nous intéresse, non? Compréhension et production orale. Alors, on va rappeler quelques grands principes de phonétique sans rentrer dans des détails trop techniques. Une des choses essentielles dans la langue française, c'est la prosodie. C'est totalement essentiel. Donc, la prosodie, ça englobe plusieurs domaines. La première, c'est l'accentuation. Donc en français, l'accentuation se fait sur la voyelle de la dernière syllabe. Excusez-moi pour la faute de frappe, elle a une valeur démarcative, elle délimite des unités de sens. L'accentuation va nous permettre de voir les différents groupes nominaux. Et pour cela, on va pouvoir travailler notamment la lecture de texte pour délimiter des groupes rythmiques. Alors, je vous ai mis quelques exemples tirés de certains de nos manuels, par exemple le manuel Merci pour adolescents, où on travaille l'accent tonique avec un document audio et on explique qu'en français, on prononce plus fort la dernière syllabe, un métro, et on demande aux élèves d'écouter et de répéter. Un autre exemple tiré de la méthode jus d'orange avec les liaisons, pour justement travailler cette accentuation, et on va travailler ces liaisons avec des gestes. On va demander aux élèves, on leur verra plus tard dans la méthode verbotonale, l'utilisation de gestes pour favoriser la mémorisation de sons. La prosodie, c'est également le rythme.
Donc ça, c'est très important. La langue française est très rythmée, elle est un petit peu musicale, et donc on va pouvoir utiliser notamment le fait de taper dans les mains pour faire sentir la régularité du rythme en français. Donc là, je vous ai mis un exemple, et on va même l'écouter, de la méthode zigzag pour les enfants. Alors attendez, je referme ça et j'ouvre la méthode zigzag pour écouter ce document qui est très intéressant. Alors là, c'est pour des enfants, mais c'est des choses qu'on peut évidemment faire, qu'on peut utiliser avec tout type de public, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes. Alors, en premier, on demande aux étudiants, aux enfants, simplement d'écouter et de frapper le rythme avec nos amis Félix et Lila. Donc voilà, on a compris le rythme. Et ensuite, on a la chanson avec le même rythme pour travailler notamment les liaisons et dire son âge. J'ai 1 an, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans, je suis grand. Voilà, donc ça va vraiment aider les apprenants à garder le rythme et à favoriser la prononciation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, vous pouvez taper dans les mains pour aider les apprenants à garder le rythme et à prononcer en suivant cette musique finalement. Vous pouvez aussi utiliser des logatomes nanana, nanana, quand des apprenants peut-être vont mettre trop de syllabes dans une phrase. Je pense par exemple au j'ai, J', que beaucoup d'apprenants vont prononcer je ai. En montrant le nombre de syllabes, on va pouvoir corriger ce type d'erreur qui est assez courante. Ça, c'est aussi important. Et la prosodie, elle va aussi permettre de travailler, on doit en tout cas travailler l'intonation. Dans l'intonation en français, elle va avoir une fonction déclarative, une fonction interrogative, une fonction impérative, une fonction expressive en général. Donc, en fonction de comment je marque mon intonation, je vais complètement changer le message de ma phrase. Donc ça, on peut le voir aussi dès les niveaux débutants. Par exemple, dans le manuel GEM 1 pour adolescents, où on voit notamment la différence entre une phrase simple et une interrogation qui nous est proposée. Et ensuite, on a diverses activités de compréhension pour trouver si la voix monte, et donc si c'est une question, si la voix reste stable et qui est donc une affirmation. Donc ça, c'est dès les niveaux débutants. Et puis après, d'autres exemples tirés donc d'un niveau fin de niveau A2 de la méthode Merci, donc Merci niveau 4, où là, on va travailler plutôt l'exclamation. Donc on explique comment se marque l'exclamation. Elle exprime un sentiment, une émotion, elle finit par un point d'exclamation. Elle peut commencer souvent par des mots comme quel. Et on demande aux élèves de lever la main quand ils vont entendre une phrase exclamative et ensuite même d'inventer, eux, une phrase exclamative. Dans le même manuel, on va avoir une activité pour l'expression de l'opinion. Et donc, quelle intonation je vais utiliser pour exprimer l'opinion. Donc ça, c'est aussi très, très important à travailler. Donc, le rythme, l'intonation et l'accentuation, donc tout ce qui correspond à la prosodie en français. D'autres principes généraux, alors c'est de travailler évidemment la phonétique dès le niveau 1 et jusqu'au niveau les plus avancés. Ne pas s'arrêter ou de dire ah, je vais travailler seulement au début de l'apprentissage et puis après mes élèves ont une assez bonne prononciation. On se rend compte parfois que certains élèves arrivent à des niveaux avancés, B2, ils présentent des examens, des certifications et ils ont des lacunes assez importantes en termes de phonétique qui vont être évidemment sanctionnées. Et c'est dommage parce que si
si on la travaillait dès le début de l'apprentissage, on pourrait obtenir de bien meilleurs résultats. Et forcément, quand on prend de mauvaises habitudes, après, c'est très difficile de les enlever. On va souvent les garder, ces mauvaises habitudes. Et c'est important aussi d'avoir une sensibilisation au rapport écrit-oral, phonographie, dès le niveau A1. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, que les élèves entendent le son, mais que sachent aussi comment il s'écrit. On sait que le français ne s'écrit pas comme il se prononce, donc c'est important de travailler ça. Donc là, je vous ai mis des exemples tirés de #laclasse pour des adolescents du lycée, où on va voir la graphie du son en et la graphie du son un, avec notamment un schéma articulatoire, on y reviendra par la suite, et une petite mise en garde avec la terminaison de la troisième personne du pluriel ENT qui ne se prononce jamais. Ça, c'est important de travailler ce genre de choses au niveau écrit oral dès le niveau débutant. Un autre exemple avec j'aime niveau 3 et les sons S et Z qui peuvent s'écrire de manière différente. Donc on explique les différentes manières d'écrire le son S et Z. Et ensuite, dans la suite de cette leçon de phonétique, on va demander aux élèves de repérer dans un texte les sons S et Z et ensuite d'écouter ce texte et pour vérifier s'ils ont bien trouvé le code phonigraphie. D'autres principes généraux, c'est au niveau de l'alphabet. On le travaille souvent dans les premières leçons, donc il faut apprendre évidemment à l'épeler. On a beaucoup de jeux pour le faire, on peut le faire à travers des chansons, on peut le faire à travers le jeu du pendu, etc. Et c'est important aussi d'apprendre à dire les sigles. Donc là, je vous mets un exemple notamment d'un niveau plus avancé pour adultes, B1 de Odyssée, où on parle de sigles en français, donc la SNCF, la SNCB, la CCF, l'ONCF, etc. On peut atterrir à CDG, tout ce type de sigles qui sont importants dans la vie courante, et là qu'on va travailler dans un niveau B1. Ensuite, on va demander aux apprenants de chercher d'autres sigles en français. Donc ça, c'est aussi important à travailler. Et puis, il est important aussi de faire découvrir comment s'écrit chaque voyelle et chaque consonne en repérant dans un texte les différents graphèmes. Donc là, on le voit notamment avec la classe B1, où on va là aussi, à partir d'un texte, travailler la nasale en et voir comment s'écrit le son en à travers un texte. Donc les élèves vont devoir repérer les différents graphèmes. Ça, c'est des choses à faire régulièrement. Quelles sont les méthodes de correction phonétique qui sont à notre disposition? Alors, la première chose à faire quand on va vouloir corriger phonétiquement un apprenant, c'est de partir de la faute de l'élève, c'est-à-dire de la manière dont il a prononcé. Non, on va repérer les erreurs et en fonction de l'erreur qui a été commise, on va proposer une remédiation. Donc, ce qui est très important, j'en ai parlé dans l'introduction, c'est de connaître le phonétisme de la langue maternelle de l'apprenant. Donc, si vous avez des classes où vous avez plusieurs nationalités, forcément, ça va être un peu plus difficile parce que vous allez devoir connaître un petit peu le phonétisme de la langue de chacun de vos apprenants pour un peu anticiper les erreurs qui pourraient être commises. Parce que souvent, la majorité des erreurs, elles sont en fait interlinguales, c'est-à-dire que vous avez la langue maternelle qui va prendre le dessus sur la langue cible, donc le français, et il va y avoir des erreurs commises du fait des habitudes de prononciation de la langue maternelle. Donc ça, c'est aussi important d'avoir, alors c'est pas une connaissance non plus très pointue, très précise, mais de savoir, les anglophones, ils font ce type d'erreur, les hispanophones plutôt ça, les asiatiques peut-être vont avoir cette difficulté pour pouvoir anticiper. Alors, les différentes méthodes qui existent. Vous avez la méthode articulatoire. Elle se fonde donc comme son nom l'indique, sur les caractéristiques articulatoires propres à chaque son.
Donc, on peut l'utiliser notamment lorsque les mouvements sont contrôlés par le locuteur, comme par exemple la position des lèvres. Donc, souvent, on va montrer des schémas de comment, ça peut être des coupes sur le côté, donc où on voit la position des lèvres, des dents, de la bouche, etc., pour expliquer comment est produit le son. Ça a certaines limites, évidemment, parce que parfois c'est difficile de se ressentir certaines positions. Des fois, elles se font de manière naturelle et on a du mal à les produire ensuite en tant qu'apprenant, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant de travailler cette méthode pour justement voir si la position de la bouche des lèvres n'a pas été correcte au moment de la production du son, et donc on va pouvoir travailler là-dessus. Alors, des exemples tirés de la méthode de la classe A1, notamment sur les sons et, où on va montrer la position justement des lèvres qui sont étirées quand on prononce les, qui le sont un peu moins, et la bouche est plus en avant ou presque fermée quand on prononce le, et les lèvres sont étirées, mais la bouche est ouverte. Voilà, donc ça peut aider les apprenants notamment, alors là évidemment le Covid ne nous a pas aidé avec les masques, mais si vous êtes de retour en classe présentielle sans masque, c'est très important d'exagérer parfois la position de votre bouche, de bien montrer aux apprenants comment vous prononcez le son, ça peut les aider. Et là, on a un autre exemple avec le son ch et le son je, fiche et fige, où on voit notamment la vibration des cordes vocales. Et on demande aux étudiants de mettre la main sur la gorge pour sentir justement cette vibration qui se fait. Et s'il n'y a pas de vibration, c'est justement qu'il y a une erreur qui est commise. Donc voilà pour la méthode articulatoire. La deuxième méthode, c'est la méthode des oppositions phonologiques. Donc là, ça correspond notamment à toutes les activités de discrimination auditive. Et alors là, cette méthode, elle propose de corriger en priorité les erreurs phonologiques et laisser pour plus tard les erreurs phonétiques. On va s'intéresser notamment aux erreurs qui vont changer le sens de la phrase. L'idée, c'est de relier le son et le sens, et donc de privilégier les différences de son qui font des différences de sens. Donc là, on a par exemple des activités avec des paires minimales, joue, jus, poule, pull, tout, tu, où on a une différence de sens tout de suite avec juste un phonème qui va changer entre le U et le OU. Ou un autre exemple avec des nasales entre le en et le on, bon, ban, songer, songer. Donc là, on demande si c'est identique ou différent aux apprenants. Et ils doivent écouter et nous donner leur réponse. Donc là, c'est la méthode des oppositions phonologiques. Ou une dernière, et quel mot est-ce que tu entends entre le B et le P, Bordeaux, Porto, bon, pont, etc. Bain, pain. Donc ça fait partie des activités donc, de discrimination auditive, et l'enseignant va surtout corriger quand il va y avoir justement une erreur qui va changer le sens du message, le sens de la phrase. Et la troisième méthode, c'est la méthode verbotonale, ou également connue comme méthode acoustique. La méthode verbotonale, elle part du principe que l'apprenant prononce mal car il entend mal. Il faut d'abord pouvoir entendre le son pour pouvoir le prononcer. On va se baser énormément sur le rythme, sur l'acquisition du rythme, et on va aussi proposer une intégration corporelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation mentale ou gestuelle du son, et on va donner une priorité à la prosodie, dans la méthode verbotonale. Donc là, je vous ai mis des exemples où on va demander par exemple de lever la main quand vous entendez le son 1, où on va vous demander de taper des mains quand vous entendez le son Z, Élise, Elisa, lise avec plaisir. Donc ça, il faut taper des mains 3 fois dans cette phrase. Ou alors, on va vous demander
comme dans zigzag, de écouter, lever la main si tu entends le son A comme dans chat. Donc l'idée c'est d'associer un geste notamment à un son pour favoriser sa perception et favoriser ensuite à sa production. Alors, au niveau des phases de l'enseignement de la phonétique, il est important de respecter certaines phases, certaines étapes. D'une part, comme on l'a dit, pour pouvoir produire, il va être d'abord nécessaire d'entendre, de percevoir le son, non, avant d'arriver à la production. Alors, la première étape qui pourrait être proposée, c'est une étape de sensibilisation, de chercher justement des mots qui sont porteurs du son que l'on va vouloir étudier. Et pour cela, on pourrait tout à fait écouter un document ou lire un texte avec le son cible. Donc là, je vous ai mis un exemple où on a un petit texte et on demande aux apprenants de repérer les mots avec les sons B et P, puis ensuite d'écouter et de vérifier. Donc c'est une première activité de sensibilisation pour essayer de voir justement la différence qu'il peut y avoir entre le son B et le son P. Un deuxième exemple avec les voyelles I, OU et U avec un texte et on doit relever les mots avec ces sons-là. Ça pourrait être l'étape de sensibilisation. Ensuite, on va avoir l'étape de discrimination auditive qui va être le moyen le plus courant qui est utilisé notamment en phonétique et dans les manuels, qui est très présent. Et ça va permettre de détecter justement les oppositions de sons qui sont mal entendus. Hein. On va travailler les sons qui sont proches et les erreurs qui pourraient être commises. L'idée aussi, c'est de travailler donc, au niveau de l'écoute, les consonnes qui sont difficiles dans les trois positions, initiale, intervocalique et finale, c'est-à-dire en début de mot, à la moitié ou à la fin du mot. Donc, ça, c'est important aussi parce que certains étudiants avec leur langue maternelle vont peut-être avoir plus de mal à entendre et ensuite à prononcer en fonction de la position du son dans le mot. Des exemples de discrimination, donc par exemple, demander sur les sons B et V si les sons sont identiques ou différents, entre bâche et vache, entre vin et bain, entre base et vase, voter, voter, blanc, blanc. Alors évidemment, là, vous voyez vous le texte, mais les élèves, les apprenants, eux, ont juste l'audio, non et on se base simplement sur la partie auditive. Et ça peut être aussi un exercice pour savoir si le son, donc là le son V par exemple de vache, on va l'entendre dans le premier mot ou dans le deuxième mot. Boulon, vouloir, voleuse, brasseur. Donc là vous voyez que le B et le V sont en position initiale et dans la troisième activité, avide, habide, le son est en position intervocalique. Donc c'est important aussi de changer pour être sûr qu'ils entendent dans les trois positions. Ça, c'est aussi intéressant à travailler, cette partie de discrimination, d'écouter et savoir si le son cible est entendu dans le premier, le deuxième ou éventuellement le troisième mot. Et ensuite, un exercice encore un petit peu plus dur, évidemment, on va essayer de monter en difficulté dans l'activité, ça va être de compter combien de fois on entend le son. Hein, le son cible, donc là, dans l'occurrence, le son B, et d'écouter pour voir combien de fois on va l'entendre. Donc, on met trois exemples. La robe de Béatrice est verte et bleue, elle lui va très bien. Alors évidemment, on va mélanger les sons V et B pour donner un petit peu de difficulté à l'activité. Et ça peut être aussi fait sous forme de jeu, non, avec des équipes, par exemple, pour donner un petit peu de compétition et un petit peu d'intérêt à l'activité, de faire ça de cette manière et voilà, de compter combien de fois je l'ai entendu, et puis ensuite de donner, d'écrire la phrase au tableau et vérifier avec nos apprenants si ils avaient raison. Et voilà pour ces activités de discrimination auditive, des exemples qui peuvent vous être apportés.
Alors, au niveau de l'intégration corporelle, donc ça, c'est peut-être la troisième étape de nos phases d'enseignement de la phonétique, c'est de faire intervenir donc une gestuelle pour faciliter l'assimilation de sons nouveaux. On va associer un son avec un geste. Donc ça, on est sur la méthode verbotonale. Et lorsque le code est bien assimilé, on n'aura plus, nous en tant qu'enseignants, qu'à faire un geste pour que l'apprenant se corrige. Je vous ai mis des exemples des manuels de jus d'orange et macaron, où on va demander aux élèves de faire un geste, donc lever la main pour le son et, écarter les bras pour le son V comme dans vendredi, et le son M, se recroqueviller avec les bras croisés et les épaules en avant pour le son M comme dans maman. Un autre exemple avec les sons en et on, où on va leur demander donc de faire un geste, d'ouvrir la bouche avec le son on et le son en, de lever les deux mains de cette manière-là. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ensuite, les élèves vont associer donc le son avec un geste, et vous, en tant qu'enseignant, vous aurez plus, s'il y a une erreur qui est commise, de faire le geste pour que l'élève se rende compte qu'il a commis une erreur de prononciation peut-être, et donc il va lui-même se corriger. Donc ça, c'est assez intéressant à pratiquer cette technique. Et une fois qu'on a vu tout ça, eh ben, on va pouvoir passer à la production de son. Et on va proposer des exercices spécifiques avec, en faisant varier la position du son cible, toujours, initial, intervocalique et final. Donc là, on va demander par exemple de répéter ces mots avec les sons OU et U, pour pur, la roue, la rue, nous, nu, etc. Donc avec des paires minimales. Et là encore, je fais varier amour, le mur, moule, mule. Donc le son n'est pas forcément au même endroit. Il a vu, il avoue. Non? Au niveau de la production, on va proposer des exercices donc, qui vont mettre en évidence des oppositions de sons, donc des paires minimales, et des exercices évidemment où les sons opposés se jouxtent, où ils sont les uns à côté des autres. Donc là, des exercices de répétition de paires minimales avec le B et le V, ban, vent, habit, avis, bison, vison, etc. Cube et cuve, comme sur la photo, sauf que les deux sont ensemble. Et ensuite, l'idée aussi, c'est de travailler donc, le code phonographique avec des tableaux récapitulatifs de différentes graphies d'un phonème et suivi évidemment d'exercices d'entraînement. Donc repérage d'une relation son-graphème à partir d'un texte lu, des exercices à trous, on va compléter à partir d'une lecture ou d'un enregistrement, ou éventuellement de proposer des dictées comportant les sons étudiés. La dictée peut être aussi un excellent exercice pour travailler la partie graphique. Donc là, on voit un exemple tiré d'Odyssée avec la graphie du son O pour le niveau A2. Donc on voit le O peut s'écrire avec la lettre O ou AU ou EAU. Et ensuite, on demande aux élèves de choisir la bonne graphie du son O dans 3 exercices. Et dans l'exercice suivant, c'est le son WA. Et on doit écouter et souligner les mots qui ont le son WA dans le texte. Donc, et ensuite, on va sûrement rappeler comment se forme le son WA à l'écrit. Alors, des pistes de correction phonétique. Et quelles sont les pistes qui pourraient nous aider en tant qu'enseignants pour faciliter, pour corriger nos apprenants lorsqu'ils commettent des erreurs de production? Alors, on peut travailler notamment la labialité avec production de son, c'est-à-dire que je vais réellement prononcer le son. Je vais là exagérer l'arrondissement, l'étirement ou la protrusion des lèvres. Donc, je vous ai mis un exemple avec le son E et le son E. Et donc, je peux
exagérer, alors montrer le schéma articulatoire, puis moi, en tant qu'enseignant, montrer ma position d'élève et prononcer le son. Et je peux demander aux élèves d'en faire de même. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un blocage culturel ou la timidité qui peut être un problème chez certains apprenants. Donc voilà, il faut faire attention, il faut bien connaître ses étudiants avant de proposer ce type d'activité. On peut faire la même chose, donc travailler la labialité, mais sans prononcer le son. Et la labialité, donc sans production de son, on va peut-être prononcer la phrase ou le mot sans émettre aucun son, mais seulement avec le mouvement des lèvres. Donc du coup, ça va forcer les apprenants à lire sur les lèvres et à être concentrés uniquement sur ma bouche. Donc par exemple, toujours avec le B et le V, je peux prononcer, enfin pas prononcer, mimer finalement que je prononce je bois et je vois, et les élèves, ils doivent deviner ce que je prononce sans émettre de son. Donc là, je vous ai mis une photo justement pour montrer la bouche est fermée, la bouche est ouverte pour le B et le V. Et on a une description, V, l'air est gêné dans sa sortie lorsque la lèvre inférieure se dégage de la pression des dents du haut et l'air est bloqué dans sa sortie par les deux lèvres qui se joignent puis se séparent. Donc ça peut être très très intéressant justement pour que les élèves comprennent sur des sons où justement il y a vraiment la position de la bouche est vraiment importante et on voit vraiment une différence marquée d'utiliser cette technique. Et ensuite, on peut même le faire sous forme de jeu où les apprenants vont mimer à leur tour, qu'ils vont prononcer des mots. Le son ne sort pas, mais juste avec la position de la bouche. Comme ça, ils vont aussi intégrer en exagérant la bonne position de la bouche et des lèvres pour la production du son. On peut aussi passer par une prononciation déformée. S'il y a une erreur qui est commise, on va prononcer un son déformé à l'opposé du son sur lequel l'apprenant se trompe. Exemple, si le V est mal prononcé et est perçu comme un B, il va falloir remédier à ça et il faut réduire la tension. Et pour cela, il faut passer peut-être par un son qui est le son F, qui va être un son intermédiaire. Non, le V et le F sont assez similaires et donc on peut passer par ce son-là pour arriver finalement à la prononciation du son V comme il était souhaité. Ou un autre exemple, si l'apprenant va prononcer OU au lieu de U, eh ben, il va falloir faire prononcer un U qui va être plus proche d'un I, non? On va passer par le I pour aider justement à la prononciation correcte du son U. Ou on peut aussi passer par des mots qui contiennent I à des mots similaires contenant U en ne bougeant que les lèvres. Par exemple, on peut faire si U. Non, ça va être beaucoup plus simple pour un élève d'arriver à prononcer le U de cette manière-là, ou de la même manière avec li-u. Et on va simplement bouger nos lèvres et changer de son en passant par le I, et ça va vraiment faciliter l'acquisition du son U. On peut également travailler sur la durée. Et on peut exagérer la durée d'un son pour mieux le faire entendre. Non, rester plusieurs secondes sur un son pour le faire entendre. Donc, pour cela, on peut proposer à des élèves des mots ou un texte en demandant aux apprenants de lire, mais en hésitant. Hein, parce que quand on hésite en français, on a tendance à exagérer la durée d'un son, à utiliser par exemple le son qu'est-ce que je voulais dire déjà, donc en utilisant cette technique, on va augmenter la durée et ça va nous permettre de mieux prononcer le son. On peut travailler évidemment la tension, le relâchement corporel pour bien prononcer. Et, par exemple,
le R, le RE, qui est la consonne la plus relâchée du français. On peut proposer aux élèves justement de décontracter tout le corps, les épaules, les bras, et pour faciliter la prononciation du son R. Non, c'est beaucoup plus simple en étant décontracté qu'en étant tendu et avec les bras en l'air. Donc, en connaissant aussi la tension dans les consonnes et le relâchement, ça va nous permettre de proposer des positions corporelles qui vont faciliter à leur production. On peut bien sûr travailler l'intonation. C'est très très important. Si un son, par exemple, est entendu trop aigu, il va falloir le corriger en faisant prononcer avec une intonation descendante, pour faciliter justement à ce qu'il soit plus grave. Si l'élève va prononcer I au lieu de U, et ben, par exemple, je vais lui proposer une intonation descendante. Et si un son il est entendu trop grave, il va falloir faire le contraire, il va falloir corriger en faisant prononcer avec une intonation montante, en montant la tête, en montant aussi l'intonation, en levant les bras peut-être. Si l'élève prononce OU au lieu de U, ça va l'aider à baisser le son qui est trop grave. Donc l'intonation, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer pour corriger les erreurs de phonétique. L'entourage vocalique ou consonantique, en fonction d'une erreur commise, on va pouvoir changer de voyelle ou de consonne pour rendre le son plus aigu ou plus grave. Donc, les consonnes qui sont graves en français, c'est le B, le R, le M, le V, le P, le W. Et les consonnes aiguës, c'est le S, Z, T, D. Si l'élève prononce « il a bu », il a bu, pardon, il aurait dû prononcer « il a bu » et il a prononcé « il a bu », on va lui proposer de prononcer « il a su », puis petit à petit revenir au son original. Donc en passant par le S, le S, le su, tu, lu, cu, pu et finalement bu. Non, parce que comme le B est une consonne très grave, c'est difficile pour lui ensuite de prononcer U, il va avoir tendance à prononcer OU. Donc pour l'aider, je vais lui donner des consonnes qui sont aiguës avant. Et petit à petit, aller vers des consonnes de plus en plus graves jusqu'à arriver à la consonne qui a posé problème. Ça, c'est aussi intéressant de connaître les consonnes graves ou aiguës pour faciliter la prononciation. On peut utiliser, je regarde l'heure parce que je vais bientôt dépasser, le découpage syllabique. Donc ça, c'est recommandé notamment pour les erreurs de rythme ou d'accentuation. On va proposer aux étudiants de prononcer seulement la première syllabe, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à prononcer toutes les syllabes ensemble. Donc par exemple, sur la phrase « nous avons chanté », on va lui proposer, s'il y a un problème, s'il y a trop de syllabes qui ont été prononcées ou des erreurs, on va découper. Donc, on va lui demander de prononcer d'abord « nous », puis « nous a », puis « nous avons », puis « nous avons chant », puis « nous avons chanté ». Petit à petit, faire des corrections par syllabe pour arriver à la prononciation complète du groupe de mots de la phrase. Ou on peut faire aussi un découpage régressif, c'est-à-dire à l'envers. Donc, T, chanter, vont chanter, avons chanté et nous avons chanté. Voilà, on peut le faire dans les deux sens, ça peut aider, ça va aider nos apprenants au niveau du rythme, au niveau du nombre de syllabes, d'avoir la bonne prononciation et d'arriver à ce que l'enseignant nous demande. Alors, pour terminer, on peut évidemment passer par des jeux. Les jeux en phonétique, c'est toujours, et même en phonétique ou dans le reste de l'enseignement du français, c'est quelque chose qui marche très très bien pour tous les publics. Souvent, on me dit non, mais c'est que pour les
les enfants ou les ados. Je dis non, non, les adultes aussi, on adore jouer. Il faut évidemment qu'il y ait un objectif, non, on ne va pas jouer pour jouer, mais c'est quelque chose qui, en phonétique, va être très, très utile. Alors, il y a des choses toutes simples là, que j'ai pris de notre dernier manuel, GEM 3, pour travailler bon, la discrimination auditive. On peut le faire effectivement avec un tableau. Est-ce que vous entendez tel son ou tel son? Classique, mais peut-être on peut aussi imaginer des jeux pour que ça soit un peu plus amusant, un peu plus ludique, un peu plus motivant pour les élèves. Donc là, on leur propose un parcours. Ils doivent suivre les indications, tourner à gauche quand ils entendent le son L et tourner à droite quand ils entendent le son R. Et en fonction de ce qu'ils écoutent, eh ben, ils vont devoir voir où est-ce qu'ils arrivent, dans quelle position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est des choses toutes simples que, bon, là c'est tiré d'un manuel, mais que vous pouvez aussi créer facilement pour travailler la discrimination auditive et pour que ça soit un petit peu plus ludique. D'autres choses qui sont amusantes et qui sont très utiles en phonétique, c'est les vire-langues, par exemple. Le vire-langue, ça va permettre de favoriser un travail d'écoute, un travail d'articulation, ça va permettre de travailler le rythme, ça va permettre de travailler l'intonation, la respiration. C'est un bon moyen pour prononcer certains phonèmes difficiles. Et pourquoi? Parce que c'est amusant, les vire-langues, quand notre langue va fourcher, ça va nous faire rire. Donc là, je vous ai mis des exemples tirés d'une méthode enfant et d'une méthode plutôt grands adolescents, hashtag la classe, où on propose des vire-langues. Donc là, on lui demande simplement d'écouter répéter « Le chat de Charlotte se cache sous la chaise de la chambre ». Pas facile à dire. Avec le son « ch ». Et pour l'hashtag la classe, on a le coq. Voilà un curieux coq avec un kimono kaki. Il danse un rock avec une casquette. Donc avec le son K. Et une autre activité, écoutez les vire-langues, les par deux, lisez-les, essayez d'aller de plus en plus rapidement. Voilà, donc ça peut être simplement amusant. On a travaillé un son, on l'a écouté, et essayez de le prononcer. Voilà, les élèves, forcément, leur langue va fourcher, peut-être de vous aussi enseignants, mais c'est ça qui est amusant. Donc, un exemple de jeu, on peut faire une chaîne. Et chaque enfant ou chaque apprenant, je ne sais pas pourquoi j'ai mis enfant, va prononcer le vire-langue à tour de rôle et le but est d'aller le plus vite possible. Et à chaque fois qu'il y en a un qui prononce mal, il va être éliminé. Voilà, pour voir jusqu'où on arrive. On peut proposer aux apprenants de créer eux-mêmes des vire-langues. Ça fait appel à la créativité. On va travailler le code phonigraphie et puis un petit défi compétition. Donc là, c'est ce que propose ce manuel au niveau B2, d'écrire 2 vire-langues et de les lire en petits groupes. Et ça peut être aussi sous forme de défi, de lancer le vire-langue qu'on a créé pour voir si les autres groupes sont capables de les prononcer correctement. Voilà, donc les vire-langues, c'est toujours un succès. On peut jouer aussi au jeu du téléphone ou au jeu du bouche à oreille, comme vous voulez, c'est la même chose. Donc l'idée là, c'est de disposer les apprenants en cercle. Alors si vous avez un grand groupe, vous pouvez faire plusieurs cercles. Vous donnez un mot qui évidemment avec le son que vous avez travaillé. Le premier apprenant va épeler, va dire le mot à son voisin, et ainsi de suite, donc dans notre cercle, jusqu'au dernier apprenant. Et nous, on va comparer ensuite le mot qui va être prononcé par le dernier apprenant avec celui du premier pour voir s'il n'y a pas eu une déformation. Ou ça peut être à partir d'un corpus de sons travaillés en classe, par exemple les nasales. Un apprenant choisit un mot et le dit à l'oreille de son voisin et ainsi de suite jusqu'au dernier. Exemple, si on a travaillé on en 1 avec son, sans, sin, si l'élève choisit son, est-ce qu'à la fin on va avoir son ou est-ce qu'on va avoir un autre son justement. Et donc ça peut être fait sous forme de mots, mais ça peut être fait aussi sous forme de phrases pour peut-être des niveaux un peu plus avancés. Et donc la première personne, pareil, lit la phrase maximum 2 fois, puis la répète à l'oreille de son voisin.
Donc, il découvre la phrase, le premier étudiant, il la lit, puis il essaye de la mémoriser et il la donne, il la répète à l'oreille de son voisin. Et ensuite, on compare avec la phrase de départ. Donc, on peut mettre des phrases difficiles pour s'amuser. Par exemple, Lulu a perdu sa boussole dans le bus, elle ne sait plus où est le sud. Ou ce matin, 20 grands lions ont rendez-vous avec 20 éléphants blancs. Voilà, donc ça fait appel à la mémoire et puis évidemment, on va travailler des sons difficiles grâce à ce jeu. Un autre jeu très connu, le jeu du baccalauréat. Donc là, on peut proposer, on peut faire 2 équipes dans notre salle de classe, 2 équipes d'apprenants. On choisit les rubriques, alors on peut les choisir avec eux. Hein. On choisit dans nos colonnes qu'est-ce qu'on veut. Alors là, j'ai mis un exemple avec pays, ville, fruits, fleurs, prénoms, masculin, féminin, célébrité, etc. Et puis l'enseignant va désigner une lettre ou un son. Et chaque équipe ensuite va remplir ses colonnes. La première qui a fini peut proposer ses réponses et si les 2 équipes ont trouvé le même mot pour une rubrique, pour une colonne, le point ne sera pas attribué. Voilà. Ça peut être un autre jeu intéressant avec nos apprenants. Un autre exemple, c'est le jeu des sons. Donc là, on constitue des groupes, à nouveau, d'apprenants. Et pendant un temps déterminé, chaque groupe doit écrire le plus de mots possible avec le son qu'on a donné. Et chaque groupe va lire sa liste de mots et c'est le groupe qui a trouvé le plus de mots qui gagne. Donc là, j'ai pris des exemples de hashtag la classe où on propose aux élèves en 1 minute de trouver le plus de mots qui commencent par le son F, puis le plus de mots qui commencent par le son V. Alors, il propose là de mettre les mots en commun, mais on peut le faire voilà, sous forme de jeu et sous forme de compétition. Donc, la même chose avec ch et j, et avec en et un, et avec en et un, an. Voilà. Donc ça, c'est voilà, des jeux qui peuvent être utilisés dans vos classes. Et j'ai presque fini, parce que ça fait déjà 1 heure. Et la dernière, peut-être pour des niveaux un peu plus avancés, est le cadavre exquis. Donc, il faut constituer des groupes d'au moins 5 étudiants. Bon, non, de 5 étudiants, c'est bien. Vous choisissez un son, vous les enseignants, et un apprenant de chaque groupe écrit un nom avec le son, un nom groupe nominal. Et il va plier la feuille et il va la passer à son voisin qui, lui, va écrire un adjectif et le suivant va écrire un verbe, l'apprenant suivant un complément de lieu et finalement un complément d'objet. À chaque fois, évidemment, il faut plier la feuille pour qu'on ne voit pas ce qui est écrit et à la fin, chaque groupe va lire sa production. Ça peut-être pour des niveaux plus avancés, mais ça peut être assez intéressant de recherche de sons, de verbes, de compléments, etc. avec le son cible. Voilà. Et puis sinon, évidemment, l'utilisation de la chanson est pour moi un moyen extrêmement efficace pour travailler la phonétique, pour travailler le rythme, pour travailler les liaisons, etc. On peut travailler plein d'autres choses avec la chanson, mais notamment la phonétique. On retient plus vite et plus longtemps avec et par la mélodie les rythmes et les rimes. Ça marche très très bien. On voit notamment les enfants comme ils arrivent à acquérir énormément de choses grâce aux chansons. Et donc la chanson va permettre à l'apprenant de réemployer ses acquisitions dans une situation de communication spontanée aussi. Ensuite, ils vont être capables, grâce à la chanson, de prononcer correctement et en rythme. Voilà, donc ça c'est aussi un moyen. Je vous ai mis 2 exemples. Donc dans la chanson de Pink Martini, Je ne veux pas travailler, où on a le son et e, donc ça c'est intéressant. Et dans une chanson des numéros avec Zigzag et avec son personnage de Tilou. Voilà pour cela. Donc j'ai déjà un petit peu dépassé. Et je vous mets donc la bibliographie que j'ai utilisée pour ce webinaire et que je vous recommande.
et notamment donc, le livre de la prononciation du français dans le monde, du natif à l'apprenant, et la collection progressive, phonétique progressive du français pour les niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Il y a beaucoup d'activités, d'exercices super intéressants si vous voulez des idées et vous cherchez des activités de phonétique, vous pouvez aller piocher dedans. Un livre plus ancien de clés de 92, À l'écoute des sons, de Pagnès et Delbar, qui est vraiment super. Et si vous le trouvez, il est vraiment intéressant. Et puis également une mine, la phonétique, audition, prononciation et correction de Abri et Veldeman de 2007, qui est là aussi hyper complet. Le point sur la phonétique de Champagne, Musard et Bourdage, et aussi le recherche et application du français dans le monde qui était sorti, l'oral par tous les sens, de la phonétique corrective à la didactique de la parole. Ça, c'est pour les ouvrages. Et au niveau des sites, et il y en a plein, mais notamment la phonétique en jouant. C'est un blog qui est vraiment super. Dessine-moi une histoire avec les virelangues, où il y a plein d'idées et de virelangues que vous pouvez télécharger. Le site de Michel Billière, Au son du fleuve, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir pour la méthode verbotonale, il y a tout. Vous pouvez tout voir et tout apprendre et tout comprendre grâce à ce site. Et pour les chansons, Paroles de clip de TV5 Monde, voilà, si vous voulez intégrer la chanson en classe de fleuve, vous avez ce site qui est génial. Voilà, et je ne sais pas s'il y a des questions, Marjolaine ou Constanza. Je vous remercie de votre attention. Effectivement, tu m'entends, Stéphane? Oui, ça y est, je t'entends. Ouais. Alors, il y a quelques petites questions. Je t'en ai envoyé au fur et à mesure par email. Je ne sais pas du coup si tu as pu y jeter un œil ou pas, parce que le chat va très vite, vu qu'il y a eu pas mal de monde. Alors, Qu'est-ce qu'il y a eu dans les dernières questions? Combien de temps un élève a-t-il besoin pour améliorer sa prononciation, notamment? Combien de, pardon, je n'ai pas entendu. De temps un élève a-t-il besoin pour améliorer sa prononciation? Tout dépend d'où il part, mais de toute façon, la prononciation, il va falloir la travailler dès le début de l'apprentissage, c'est ce que je disais au début, donc la travailler de manière constante. Et puis surtout, dès que l'élève va commettre une erreur, c'est surtout ça, dès que l'élève commet une erreur, il ne faut pas se dire « Ah, je n'avais pas prévu de faire phonétique aujourd'hui ». Non, il faut tout de suite corriger pour pas que l'erreur s'ancre et reste. Après, effectivement, s'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises, il va falloir être patient, mais voilà, je pense que si on la travaille dès le début de l'apprentissage et qu'on corrige à chaque fois que l'erreur est commise, il n'y a pas de raison que la prononciation soit un problème. Après, il ne faut pas avoir l'objectif de les transformer comme des natifs, non, voilà, il faut juste que le message passe et c'est suffisant. Ok, peut-être encore une petite question. Comment expliquer à des débutants l'écart entre l'écriture des mots et leur prononciation? Ça, c'est une des spécificités effectivement de la langue française. Elle est difficile parce qu'elle ne s'écrit pas comme elle se prononce. Il faut juste justement leur apprendre au début d'être capable de comprendre et d'identifier le son, et ensuite, tout de suite, comme je le disais aussi, dès le début de l'apprentissage, parler de la phonigraphie, pas attendre des niveaux avancés. Donc, quand on voit un son, tout de suite dire attention, ce son-là, il s'écrit en français de cette manière-là, et travailler la prononciation ensuite de ce son en lisant avec différents graphèmes. Voilà. Parce qu'effectivement, si on fait de manière totalement séparée l'apprentissage des sons et puis ensuite,
beaucoup plus tard, ce son-là s'écrit de cette manière-là, ça va être compliqué. Il faut que ça aille de pair, la phonie et la graphie. Ok, merci. Bon, je pense que du coup, on a un petit peu débordé là. Peut-être que du coup, on va non s'arrêter. Ouais, j'ai un peu S'arrêter débordé. là. Tu avais des petites remarques après. Je ne sais pas si tu laisses ton. Tu as mis ton contact, non? Peut-être pour les gens Oui, qui avaient j'ai mis peut-être d'autres. sur la Oui, dernière voilà. diapo, ouais, il y a mon email, sbugnet@larousse.com.mx et mon numéro de téléphone portable au Mexique, donc avec l'identifiant +52. Et voilà, Super. n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, je peux vous partager aussi le PowerPoint, le PDF si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à toi pour cette présentation. À bientôt. À bientôt. Au revoir.